Voyons maintenant les différentes stratégies de test unitaire. Alors la première, c'est le test last. Donc comme on peut le voir ici dans le schéma, on commence par écrire le code de production. Ensuite, on écrit le test. Et une fois que le test est écrit, on peut refactoriser le code, étant donné qu'on a nos tests qui nous permettent d'être certain que l'on n'a pas cassé le code de production. Donc du coup, on écrit le test après avoir écrit le code de production. Et c'est en général pas recommandé car ça rend les tests plus difficiles à écrire. Mais alors pourquoi est-ce que l'on fait du test last? Pourquoi est-ce que ça existe? Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est utile sur les systèmes legacy, dans lesquels il n'y a pas de test, de procéder en test last. C'est-à-dire qu'on a un système que l'on veut refactoriser, que l'on veut modifier. C'est dangereux de le faire sans avoir une forme de couverture, surtout si le système est complexe ou si le système est très vieux. Étant donné que c'est dangereux de modifier ce code-là sans couverture, ben, on va commencer par écrire des tests qui vont nous permettre de couvrir un maximum de code de production. Et en général, ça va être des tests d'intégration, car souvent les codes legacy ne sont pas conçus pour être testables. Donc du coup, on est obligé de tester en intégration avec une UI, avec une véritable base de données, etc. Et donc du coup, ben, on va faire, par dépit plus qu'autre chose, du test last dans lequel on va écrire nos tests, après avoir écrit le code de production, dans le but de refactoriser ce code de production. Et donc ça, c'est le test last. Vient ensuite le test first, dans lequel on écrit le test en entier. Ensuite, on écrit le code de production. Et ensuite, on refactorise ce code. Et le test également. On refactorise et le code et le test si besoin. Mais en général, en test first, on refactorise surtout le code de production. Donc du coup, on écrit les tests avant d'écrire le code de production. Et c'est très utile pour spécifier en amont les attentes du client. Donc lorsque vous voyez de l'ATDD, du Specification by Example, ou ce qu'on appelle du Customer Test, en général, on les écrit en test first. Et donc du coup, c'est très utile pour les tests d'acceptation. Donc on va écrire des scénarios, d'acceptation en amont avec, l'équipe, produit, avec les business analysts et cetera. C'est aussi très utile pour écrire les tests d'intégration, étant donné que comme on a pu le voir, la boucle de feedback dans un test d'intégration est beaucoup plus lente que sur un test unitaire. C'est intéressant d'écrire les tests d'intégration en test first dans lequel on va spécifier en amont, voilà, je veux que, par exemple, si on fait des tests d'API, faire un appel API parce qu'on développe une application back-end, ben, on va écrire ce test-là en test d'intégration dans lequel on va spécifier la route à appeler, les résultats attendus, le résultat de sortie, donc du coup, on va tester le contrat, vérifier que la base de données a bien été modifiée et cetera et cetera. Ça, c'est intéressant de le faire en test first parce qu'une fois de plus, les tests d'intégration ont une boucle de feedback qui est beaucoup plus lente que les tests unitaires. Donc on va maintenant parler du test driven development, qui n'est pas une discipline de test à proprement parler, mais une discipline de développement conduit par les tests. Il y a une petite nuance. Donc du coup, lorsque l'on fait du TDD, on commence par écrire un test minimal avec une assertion pardon, qui échoue. Et ensuite, on va écrire du code de production dont le but est de faire passer ce test, de faire réussir cette assertion le plus rapidement possible, avec le code minimal. Vraiment, penser à la solution la plus bête possible et imaginable. Et une fois que ça est fait, on peut refactoriser. Soit on peut améliorer un petit peu le code de production, soit on peut refactoriser le test en lui-même, soit on peut directement passer à la seconde itération, dans laquelle on va rajouter une autre assertion qui échoue et modifier le code afin de faire passer ces deux assertions. Et on refactorise et ainsi de suite. Donc du coup, c'est un développement itératif conduit par les tests. On va pas à pas, une assertion à la fois. Et on a ce qu'on appelle le processus du red, green, refactor. Donc du coup, le red, c'est lorsque l'on écrit une assertion qui échoue. Là, on est dans le red. Et ensuite, le green, c'est lorsque l'on va écrire du code qui va faire passer ce test-là. Donc du coup, au départ, les tests, ils sont en rouge, ils échouent. Et une fois qu'on a écrit le code, ils passent en vert, ils réussissent. Et une fois que les tests ont réussi, on peut refactoriser en toute sécurité, sachant que si jamais notre refactorisation n'est pas bonne, on va avoir nos tests qui vont échouer à nouveau. Donc on peut revenir à un état de sécurité. L'idéal, c'est de commit vraiment ici. Dès qu'on a le code qui fait passer le test, à cet endroit-là spécifiquement, on va commit pour sauvegarder nos changements. Et ensuite, on va refactoriser. Et donc, du coup, ça aide à faire émerger une solution et à améliorer le design. Le test-driven development, c'est très intéressant lorsque l'on doit développer, par exemple, un algorithme qui est complexe ou développer une solution lorsqu'on ne sait pas exactement comment développer cette solution-là. Le TDD va nous aider à aller pas à pas et à faire émerger cette solution petit à petit. Et ça nous aide à améliorer le design parce que l'on peut faire de la refactorisation. Lorsque l'on fait du TDD, on a une couverture de test qui est à 100% normalement, si on fait le TDD correctement. Et ce faisant, on peut améliorer le design en toute sécurité. On peut changer derrière la façon dont les classes sont implémentées,
le nom des méthodes, on peut effectivement, modifier les paramètres, passer à la fonction et cetera. Donc on peut vraiment modifier le code sous-jacent et s'assurer que le test continue de fonctionner. Donc c'est très intéressant comme technique pour améliorer le design de notre code. Et je tiens à attirer votre attention que le test first n'est pas du tout du test driven development. Donc j'insiste là-dessus. Le test first, on va écrire la totalité du test en amont. Et en général, lorsqu'on pratique le test first, on va écrire plusieurs tests. Par exemple, si on veut couvrir une feature, on va avoir peut-être une dizaine, une quinzaine de scénarios. On va écrire tous ces tests en amont du premier coup. Et ensuite, on va écrire le code en dessous qui, lui, sera peut-être développé en TDD. Donc, on va avoir des tests encore en dessous qui vont répéter d'une certaine façon les tests que l'on va écrire en test first, mais pas pour la même raison. Donc, du coup, quand on fait du test first, on écrit les tests en amont. Et lorsqu'on fait du test driven development, on écrit le test au fur et à mesure de façon incrémentale et itérative du développement de l'application. Donc dès qu'on va rajouter une nouvelle feature, une nouvelle fonction, on commence par faire du test first pour spécifier cette feature-là, pour spécifier ce comportement. Et ensuite, on va commencer à développer la solution en test-driven development. Une petite technique aussi que j'aimerais mentionner, c'est le test commit revert, ou plus précisément le test et commit ou revert. Donc du coup, on commence par avoir des tests qui fonctionnent. Donc on a déjà écrit du code avec des tests et tout fonctionne. Et là, on veut modifier le code, on veut ajouter une feature, on veut refactoriser, etc. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire notre refactor, notre design, et lancer les tests immédiatement. Si le test a échoué, ou si l'un des tests, peu importe lequel, a échoué, on fait un revert. Donc c'est-à-dire que vraiment tout le code qu'on a écrit, qu'on a modifié, on le jette et on recommence. Si le test a réussi, on commit. Et donc, du coup, c'est très utile pour refactoriser du code et ça force à travailler sur de tout petits incréments. Donc, c'est-à-dire que l'on va avoir nos tests qui vont passer. On va vouloir modifier le code ou ajouter une feature. On va ajouter un tout petit peu de code ou modifier un tout petit peu de code. En général, c'est surtout utile pour faire du refactor et du redesign. Donc, par exemple, on va renommer une fonction, on va extraire un bout de code dans une fonction. Ben, on fait juste cette opération-là et on lance les tests. Si les tests échouent, on revert, donc on supprime ce qu'on a fait et on revient à l'état du dernier commit. Et si le test a réussi, on commit et on passe à la suite. On va parler maintenant des différentes façons de structurer ces fichiers de test. Et on va commencer par la plus connue, par la plus commune, le test class per classe. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est très très simple. On va avoir une classe de code de production plutôt. Donc du coup, une classe normale que l'on utilise en production. Et pour chacune de ces classes-là, on va avoir une classe de test. Si jamais vous faites du JavaScript, vous n'aurez pas vraiment une classe de test, vous aurez un fichier de test, mais c'est la même chose. Ça peut être pour des classes ou ça peut être pour des fonctions si on est en programmation fonctionnelle, mais c'est encore différent. Donc du coup, on a une classe de test pour chaque classe ou chaque fonction. Et on va se focus sur l'aspect technique. Donc là, on va vraiment tester la classe en tant que développeur de cette classe-là. C'est très utile donc pour les tests unitaires et pour les tests d'intégration. Donc par exemple, pour les tests unitaires, bah, dès qu'on va avoir une classe quelconque à tester, bah, on va faire une classe de test pour la tester. Et sur les tests d'intégration, lorsque par exemple on va vouloir tester l'intégration avec une base de données spécifique, par exemple, on va faire une classe de test pour ce repository-là, par exemple, si on est en train de faire de la clean architecture et qu'on utilise des repositories pour accéder à la base de données derrière. Donc du coup, le test classe par classe, c'est vraiment la méthode la plus commune et la plus simple à comprendre pour tester du code. Donc on a vu ensemble que la façon la plus simple de tester du code de production, c'est de tout simplement écrire une classe de test pour chaque classe que l'on a dans notre code de production. Ou tout simplement un fichier de test, si on est par exemple sur du JavaScript qui est multiparadigme, un fichier de test pour un fichier de code de production ou une classe de code de production. Et il y a aussi le test class par feature, où cette fois-ci, on va écrire un fichier de test ou une classe de test par feature. Donc du coup, une classe de test pour chaque feature. Et cette fois-ci, on va se focus sur le comportement du logiciel, sur la spécification du logiciel. Donc là, on va plus être vraiment dans le fonctionnement purement technique de notre système, on va être dans le fonctionnement comportemental. Donc on va vouloir voir si par exemple un utilisateur peut commander un élément si on est sur un site e-commerce par exemple. On va vérifier si l'utilisateur peut appliquer un code promotionnel ou s'il peut demander à être remboursé, s'il peut annuler sa commande tout simplement. Donc dans ces cas-là, on ne va pas exercer une seule classe, mais souvent un ensemble de classes, un module, voire tout le système en entier. Et ça, c'est très utile du coup pour les tests d'acceptation et c'est généralement écrit en test first, donc les tests class par feature lorsqu'on fait
une test class pour exercer une feature. On procède à ce qu'on appelle des tests d'acceptation. Donc, du coup, le but, c'est de vérifier le fonctionnement du logiciel. Et ces tests-là, on les écrit en test first. En général, on les écrit avec une personne qui a la connaissance du métier pour nous confirmer que la spécification du code, que les tests que l'on va écrire, du coup, avant d'écrire le code, correspondent bien à ce que les utilisateurs finaux attendent. Vient ensuite le test class per fixture, qui ressemble beaucoup au test class per feature, sauf que cette fois-ci, on va créer un fichier de test, pardon, non pas pour une feature, mais pour un scénario avec plusieurs features dedans. Je m'explique. Par exemple, on va prendre le scénario ici, toujours du e-commerce, dans lequel on a un utilisateur qui a un élément dans son panier. Et on va vouloir vérifier différentes features. On va vouloir vérifier, par exemple, s'il peut bien passer commande, pardon, s'il peut demander un remboursement, et on va vérifier qu'à ce moment-là, il ne puisse pas appliquer de code promotionnel parce qu'il n'a pas, par exemple, assez d'éléments dans son panier. Et on va avoir ici notre fixture dans lequel l'utilisateur a 7 éléments dans son panier. Et à ce moment-là, pareil, on va vérifier qu'il puisse bien passer commande, qu'il puisse bien demander à être remboursé si besoin, et qu'il puisse cette fois-ci appliquer un coupon. Donc du coup, on va avoir un fichier pour user with one item in the basket et on va avoir un autre fichier pour user with seven items in basket. C'est très utile pour les scénarios qui sont vraiment très compliqués. Donc du coup, on a une classe de test pour chaque fixture, chaque scénario, et on va focus sur le comportement dans des cas qui sont très spécifiques et très complexes, dans lesquels il peut y avoir une explosion exponentielle, dans lequel on aurait un fichier qui serait beaucoup trop gros pour être pratique. Et donc là aussi, pareil, hein, c'est utilisé avec les tests d'acceptation en test first. Donc du coup, on va écrire ces tests-là en amont, toujours avec une équipe produit ou avec une personne qui est spécialiste dans la spécification de ce logiciel-là. On va écrire ces tests-là en amont et ensuite, on va procéder au développement de l'application si besoin en TDD. En résumé, on a pu voir ensemble le test last, dans lequel on écrit nos tests à la fin, après avoir écrit le code de production. Donc ça, aujourd'hui, c'est très utile lorsque l'on travaille sur du code legacy, c'est-à-dire du code qui a pas ou très peu de tests, et dont la majorité des tests, s'ils existent, sont des tests d'intégration. Qu'on a besoin de modifier ce système-là et qu'on a besoin d'une assurance que les modifications que l'on va faire n'introduisent pas de régression dans le système. Vient ensuite le test first. Cette fois-ci, on écrit la totalité du test en amont, donc on parle de spécification ou de test d'acceptation. Et c'est très utile pour spécifier justement le comportement du logiciel avant d'écrire la moindre ligne de code. Et vient ensuite le test-driven development, en général qui s'accompagne très bien avec le test last ou le test first au besoin, dans lequel on va développer la solution accompagné des tests. Les tests vont nous servir de garde-fou pour nous assurer que l'on est en train de prendre la bonne direction et pour nous permettre de refactoriser le code à mesure que l'on avance. On a vu trois façons de découper du coup nos fichiers de test. Premièrement, le test classe par classe, la plus commune, dans lequel on va écrire un fichier de test ou une classe de test pour chaque classe à tester. Donc du coup, dès qu'on va avoir une classe de code de production, on va avoir une classe de test. Et il y a ensuite le test class per feature. Donc cette fois-ci, on écrit un fichier de test pour une feature spécifique qui va exercer une ou plusieurs classes si besoin. Et ça, en général, on le développe en test first, donc toujours en test d'acceptation. Et les tests classes per fixture, dans lequel on va écrire un fichier de test pour différents scénarios. Donc par exemple, pour le scénario où l'utilisateur a un élément dans son panier ou cet élément dans son panier. Ce sont des scénarios dans lesquels on va vouloir tester différentes features, on va avoir différentes assertions à faire, on va avoir différentes choses à tester. Et ça serait très compliqué de les réunir en une seule classe, en un seul fichier. Donc du coup, on va les découper par fixture. Et donc du coup, pour rappel, une fixture, c'est un état du système prédéfinie, tout simplement.